au tribunal des poissons d'Afghanistan, le mercredi 30 juillet. Bienvenue. Le Centre des journalistes afghans a alerté sur l'arrestation de 7 journalistes et militants des médias par les talibans. Ce centre a appelé le gouvernement taliban à respecter la liberté des journalistes et à libérer les détenus sans condition. Portez attention à notre reportage exclusif sur ce sujet. Voici quelques-unes des restrictions imposées aux journalistes et aux médias. Selon le Centre des journalistes afghans, le gouvernement taliban en Afghanistan a récemment, au cours des 3 dernières semaines, arrêté au moins 7 journalistes et militants des médias à Kaboul et dans d'autres provinces, soit par les services de renseignement talibans, soit par des responsables du ministère de la promotion de la vertu et de la prévention du vice. Dans un communiqué publié le lundi 28 juillet, le Centre des journalistes afghans a exprimé son inquiétude face à la récente vague d'arrestations de journalistes et a appelé le gouvernement taliban à respecter les droits et libertés fondamentaux des journalistes et des militants des médias, ainsi qu'à libérer sans condition les journalistes détenus. Cependant, pour des raisons de sécurité, le communiqué n'a pas révélé l'identité de ces 7 personnes. Cependant, il est indiqué que les 22 et 23 juillet, un journaliste et 2 militants des médias, organisateurs d'un atelier éducatif pour les filles, ainsi qu'un autre journaliste, ont été arrêtés pour avoir prétendument apporté une assistance technique à des médias étrangers et ont été transférés à la direction du renseignement des talibans. Le Centre des journalistes afghans a déclaré qu'auparavant, le 14 juillet, des agents du renseignement et des responsables du ministère de la promotion de la vertu et de la prévention du vice du gouvernement taliban ont fait une descente dans un centre médiatique appelé Pixel, ont arrêté le directeur de la société ainsi que son adjoint et ont confisqué leur matériel de bureau. Auparavant, un média social appelé Darisha, qui serait proche du ministère taliban de la promotion de la vertu et de la prévention du vice. Le 26 juillet, il a publié une vidéo sur sa page Instagram montrant l'aveu des responsables de la société Pixel, affirmant que ces 2 personnes avaient été arrêtées pour avoir promu la culture occidentale et collaboré avec des médias biaisés en traduisant et en doublant des séries télévisées. Cependant, le Centre des journalistes afghans a qualifié ces aveux de forcés et a décrit l'arrestation comme un acte contraire aux principes internationaux. Le Centre des journalistes afghans a également déclaré que le 6 mai, dans l'une des provinces, sans préciser laquelle, un journaliste local avait été arrêté par les services de renseignement des talibans, mais qu'il avait été libéré sous caution après 2 jours, avec l'engagement pris de sa part de respecter strictement les conditions sévères imposées par les autorités. Le centre a indiqué que ces arrestations constituent une menace grave pour la sécurité des journalistes et la liberté d'expression et qu'actuellement, au moins 15 journalistes et travailleurs des médias sont détenus dans les centres de détention des talibans. Un certain nombre de journalistes afghans affirment que depuis le retour au pouvoir des talibans en Afghanistan, le journalisme est devenu une profession dangereuse, exposée à des menaces d'emprisonnement et de torture. Un journaliste à Kaboul, qui a souhaité garder l'anonymat dans ce reportage en raison de la sensibilité du sujet et qui a accepté de parler à condition que sa voix soit modifiée, a déclaré. En tant que journaliste, je suis extrêmement inquiet, car toute personne qui ne décrit pas les choses selon leur version doit être arrêtée, torturée et menacée. Je pense que travailler en Afghanistan dans ces conditions est extrêmement difficile. Si la situation continue ainsi, le travail des médias et la liberté d'expression en Afghanistan, qui n'ont jamais vraiment été en bon état, risquent sérieusement de disparaître. Un autre journaliste de la province de Logar, qui travaille pour un média local et ne souhaite pas que son nom soit mentionné dans le reportage et qui a accepté de parler à condition que sa voix soit modifiée, a déclaré. Le but est de faire taire la voix du peuple à travers les médias et, de manière progressive, de mettre fin à cette activité médiatique déjà fragile qui subsiste en Afghanistan. Nous, journalistes, avons tout de même réussi à maintenir nos activités médiatiques et à poursuivre notre mission, même dans des conditions extrêmement difficiles. Par ailleurs, la Fédération des journalistes a condamné l'arrestation de ces journalistes et a exigé leur libération immédiate. Dans un communiqué publié mardi 29 juillet, cette fédération a appelé les organisations médiatiques publiques à œuvrer pour la libération des journalistes et à faire pression sur les talibans afin de garantir la sécurité des journalistes. Il convient de noter que depuis le retour au pouvoir des talibans en Afghanistan, les pressions et les restrictions sur les médias et les journalistes dans le pays se sont accrues, poussant certains médias à cesser leurs activités et obligeant de nombreux professionnels des médias à quitter le pays. Bien que le gouvernement taliban ait déclaré à plusieurs reprises qu'il s'engageait à respecter la liberté d'expression et des médias conformément aux valeurs islamiques et dans le cadre des intérêts nationaux.
Cependant, Rosa Otunbaeva, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU pour l'Afghanistan et chef de la MANUA, a déclaré dans un communiqué à l'occasion du 3 mai, Journée mondiale de la liberté de la presse, que les restrictions imposées par les talibans à la liberté d'expression dans le pays sont préoccupantes et ont exposé les travailleurs des médias et les journalistes à des menaces, des arrestations et de mauvais traitements. Les familles afghanes se plaignent de difficultés d'accès à la vaccination contre la polio pour leurs enfants. Ils affirment qu'en raison des restrictions imposées par les talibans aux vaccinatrices, de la distance jusqu'au centre de santé et du manque de moyens de transport, de nombreux enfants sont privés de vaccins. Nous examinerons dans ce reportage les détails de ce problème ainsi que les solutions proposées. Les enfants de nos villages ratent souvent les vaccins parce qu'il n'y a pas de vaccination porte à porte. Abdul Masoud, un habitant d'une région isolée de la province de Parwan, affirme que leurs enfants ont été privés du vaccin contre la polio parce que les centres médicaux sont trop éloignés de leur zone. Il a déclaré mardi dernier que lors de la dernière campagne de vaccination contre la polio, il n'était pas à la maison et qu'il n'y avait personne pour emmener son jeune enfant au centre médical pour se faire vacciner. Je n'ai pas pu emmener mon propre enfant à la clinique pour le faire vacciner parce que je n'étais pas à la maison et notre voisin n'a pas pu l'emmener non plus. C'est le problème auquel nous avons été confrontés. Ce serait bien mieux si la vaccination se faisait de porte à porte, afin que tous les enfants puissent être vaccinés. De cette façon, personne ne manquerait le vaccin. Beaucoup d'enfants dans notre région ne reçoivent pas les vaccins parce que la vaccination ne se fait pas de porte à porte et qu'il n'y a personne pour les emmener à la clinique. Beaucoup d'enfants restent non vaccinés. De même, un habitant de la province de Khost, dont le nom est mentionné dans le rapport, a rencontré un problème similaire et insiste sur le fait que le vaccin contre la polio devrait être administré de porte à porte. Il a parlé de ce problème. C'est très difficile pour nous que les vaccinateurs ne passent pas de porte à porte, surtout lorsqu'il n'y a pas d'homme à la maison. Cela rend les choses très difficiles pour nous. Une fois, pour cette raison même, un de nos enfants a raté le vaccin et nous étions très inquiets. Nous espérons que les vaccinateurs seront autorisés à venir de porte à porte. Certains vaccinateurs pensent également que l'administration du vaccin contre la polio de porte à porte est efficace. L'un d'eux, qui a souhaité garder l'anonymat dans le rapport en raison de la sensibilité du sujet, a déclaré: Les campagnes de porte à porte étaient bien meilleures parce que nous pouvions aller dans chaque maison et communiquer directement avec les parents des enfants. Et c'était bien mieux que de devoir rester dans une maison et demander aux autres familles d'amener leurs enfants dans une autre maison. Parfois, ce problème se pose. Les familles ne peuvent pas amener leur enfant dehors, ou l'homme de la maison ne peut pas sortir l'enfant, ou il a les mains prises et ne peut pas emmener l'enfant d'ici à la maison du voisin. Mais si nous faisons du porte-à-porte, ce sera bien mieux car nous pourrons vacciner chaque enfant directement devant sa propre porte. Le ministère de la Santé et le gouvernement taliban ont récemment lancé une campagne supplémentaire de vaccination contre la polio de 4 jours, le lundi 30, dans 99 provinces d'Afghanistan. Sharafa Aman, le porte-parole du suivi, a déclaré sur sa page X que lors de cette campagne, environ 7,43 millions d'enfants de moins de 5 ans seront vaccinés dans 167 districts tout au long de l'année. L'année dernière, le gouvernement taliban a cessé d'appliquer la méthode de vaccination contre la polio de porte à porte et a plutôt opté pour une approche de mosquée à mosquée et de village à village. Parallèlement, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a averti que le fait de ne pas mener la campagne de vaccination contre la polio de porte à porte en Afghanistan expose les enfants, en particulier les nouveau-nés, à un risque sérieux d'être privés du vaccin contre la polio. Dans un communiqué publié sur le site de l'OMS le lundi 28 juillet, le comité d'urgence sur la polio de l'organisation a déclaré que la mise en œuvre de la campagne de vaccination contre la polio selon la méthode de site à site en Afghanistan pourrait ouvrir la voie à la réapparition du poliovirus sauvage. Le communiqué précise que ces préoccupations et leurs conséquences possibles ont été discutées lors de la 42e réunion du comité. Le communiqué a ajouté que le retour des migrants sans papier du Pakistan vers l'Afghanistan et les mouvements saisonniers de population augmentent le risque de transmission transfrontalière du virus. Auparavant, le comité d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé, après sa 41e réunion sur le virus de la polio, avait déclaré qu'en 2024, le nombre de cas positifs de poliovirus sauvage en Afghanistan avait été multiplié par 4 et au Pakistan par 12. Selon les informations de l'Organisation mondiale de la santé, en 2025, 2 cas positifs de polio ont été enregistrés en Afghanistan, l'un dans le district de Balamurjib, dans la province de Badghis, et l'autre dans la province de Helmand. L'Afghanistan et le Pakistan sont les seuls pays au monde où le virus de la polio n'a pas encore été complètement éradiqué. Les médecins affirment que la polio est une maladie virale dangereuse qui n'a pas de remède et que seule la vaccination peut protéger les enfants contre cette maladie.
Les États-Unis ont augmenté la récompense pour la capture du chef d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique, passant de 6 à 10 millions de dollars. Cette décision a été prise dans le cadre du programme Rewards for Justice et son objectif est d'obtenir des informations précises sur la localisation de ce chef d'Al-Qaïda. Plus de détails dans ce reportage. Les États-Unis ont augmenté la récompense pour toute information concernant Soben Atef al-Awlaki, le chef d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique, passant de 6 à 10 millions de dollars. Le département d'État américain a annoncé dans un communiqué, mardi 29 juillet, que cette augmentation s'inscrit dans le cadre du programme Rewards for Justice et vise à obtenir des informations crédibles sur l'identification et la localisation de Soben al-Awlaki. Le communiqué, publié par le bureau du porte-parole du département d'État américain, indique que Soben Atef al-Awlaki a été nommé chef d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique en 2024 et qu'il est depuis responsable de la planification et de la direction des attaques du groupe contre les États-Unis et leurs alliés. Il a également été impliqué dans des affaires d'enlèvement de citoyens américains au Yémen. Le communiqué ajoute qu'al-Awlaki a, à plusieurs reprises et publiquement, appelé à des attaques contre les États-Unis et leurs alliés, et qu'en tant que chef d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique, il est considéré comme une menace sérieuse pour la sécurité régionale et mondiale. Il est également précisé que le programme Rewards for Justice du département d'État américain a offert des récompenses allant jusqu'à 5 millions de dollars pour toute information menant à l'identification ou à la localisation d'Ibrahim al-Bana et jusqu'à 4 millions de dollars pour des informations concernant Ibrahim Ahmed Mahmoud al-Kozé, tous deux membres de la direction du groupe. Le département d'État américain a demandé à toute personne disposant d'informations à ce sujet de contacter l'agence, en soulignant que l'identité des informateurs sera strictement confidentielle. Il convient de mentionner qu'auparavant, Ayman al-Zawahiri, le chef d'Al-Qaïda, a été tué le 31 juillet 2022 lors d'une frappe de drone américaine dans le quartier de Sherpur à Kaboul. Avant cela, Oussama Ben Laden, le chef et fondateur de ce groupe, a été tué le 2 mai 2011 lors d'une opération des forces américaines à Abbottabad, au Pakistan. Bien que l'Agence nationale de renseignement des États-Unis, dans son rapport annuel publié le 14 avril 2025, ait retiré l'Afghanistan de sa liste des menaces à la sécurité nationale. Cependant, 2 mois auparavant, le 14 mars 2025, le Conseil de sécurité des Nations unies a indiqué dans un rapport que les talibans avaient permis à Al-Qaïda d'établir des bases, des refuges et des camps d'entraînement en Afghanistan. Le rapport indique que des membres subalternes d'Al-Qaïda et leurs familles vivent dans les quartiers de Kalaï Fatullah, Charnao et Wazir al-Barkan à Kaboul, sous la supervision des services de renseignement des talibans. Et les hauts dirigeants d'Al-Qaïda ont été déplacés vers des zones rurales, notamment dans les provinces de Sarepol, Kunar, Ghazni, Logar et Medan Wardak. Le gouvernement taliban a toujours nié cette affirmation, déclarant qu'il n'autorise aucun groupe terroriste à opérer sur le sol afghan. Il convient de mentionner que le département d'État américain avait auparavant offert une récompense de 10 millions de dollars pour toute information menant à la capture de Sirajuddin Haqqani, le ministre de l'Intérieur par intérim des talibans, que les États-Unis avaient identifié comme étant lié au réseau Haqqani. Cependant, cette récompense a récemment été retirée. La raison invoquée par le département d'État américain pour cette décision était que le département a l'autorité de réviser de telles listes afin de servir les intérêts de la justice. Une nouvelle étude scientifique montre que vivre à proximité d'espaces verts peut réduire le risque de maladies liées à la démence. Cette recherche, publiée dans la revue Scientific Reports, propose une solution naturelle pour lutter contre la maladie d'Alzheimer et d'autres maladies cérébrales. Une nouvelle étude scientifique montre que vivre dans des environnements verts, ou en d'autres termes en pleine nature luxuriante, peut protéger le cerveau humain contre les dommages dangereux qui provoquent des maladies comme la perte de mémoire ou la démence. Ces maladies, dont la maladie d'Alzheimer, figurent actuellement parmi les principales causes de mortalité dans le monde. Un rapport récent publié dans une revue scientifique appelée Scientific Report indique que la pollution de l'environnement, comme la pollution de l'air, peut entraîner des troubles de la mémoire, une diminution des capacités cognitives, voire la perte de la cognition humaine. Selon cette étude, environ 55 millions de personnes dans le monde souffrent actuellement de maladies liées à la démence. On prévoit que ce chiffre atteindra près de 140 millions d'ici l'année 2050. Les chercheurs estiment que la pollution provoque un stress oxydatif dans le cerveau. Cela signifie que cela entraîne la destruction des cellules nerveuses, une perturbation du flux sanguin et, en fin de compte, la démence. Mais la bonne nouvelle,
c'est que vivre à proximité d'espaces verts comme des jardins, des parcs ou même des environnements ruraux naturels peut réduire le risque de développer ces maladies. La raison en est que les espaces verts réduisent le stress et encouragent les gens à être physiquement actifs, ce qui est bénéfique pour le cerveau. Fin des informations.